Je suis Véronique Châtenay-Dolto, je fais partie de l'association Cité Philo. C'est moi qui vais présenter nos invités en vous remerciant d'abord toutes et tous d'être présents ici aujourd'hui pour cette rencontre qui s'intitule « Éloge de la librairie ». Et je remercie la Gare Saint-Sauveur, la ville de Lille, d'accueillir cette rencontre qui a été organisée à l'initiative de Cité Philo. La rencontre d'aujourd'hui s'intitule « Éloge de la librairie ». Elle aurait pu s'intituler « Éloge du prix unique du livre ». C'est un sujet sur lequel je suis heureuse d'accueillir deux spécialistes, Jean-Yves Mollier et Patricia Morel, que je vais commencer par... Pardon, excusez-moi, oui. Sorel, c'est Mollier-Sorel, que je vais commencer par présenter. Jean-Yves Mollier, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Paris. Vous avez notamment publié « Histoire des librairies et de la librairie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours » aux éditions de l'Imprimerie nationale Actes Sud cette année. Et je cite seulement un deuxième titre, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Une autre histoire de l'édition française à la Fabrique Édition en 2015. Patricia Sorel, vous êtes maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en histoire contemporaine à l'Université de Paris, Nanterre, et vous avez notamment publié une petite histoire de la librairie française à la Fabrique Édition cette année, en 2021. Le prix du livre en débat de 1974 à 2018 et aux éditions de l'École nationale des Chartres. Donc c'est à apparaître ou oui, apparaître, oui, tout à fait. Voilà. Les libraires, les éditeurs et la loi Langue. Et je signale aussi, mais ces ouvrages sont proposés sur notre librairie temporaire. Le texte de Christian Thorel, qui n'a pas pu être là ce soir, qui est l'ancien fondateur directeur d'Ombre Blanche, ce texte « Essentiel librairie » qui a été publié dans la collection des tracts Gallimard. Je signale aussi, parce que j'ai vu qu'il était sur la table, un petit livre de Vincent Chabot, et si je le signale, c'est que Vincent Chabot, qui a beaucoup écrit sur la librairie, sur l'édition, sera à Lille le 18 novembre pour parler des magasins, éloge du magasin contre l'amazonisation, et il dialoguera avec Alain Chopin, qui a écrit, lui, sur les artisans et les commerçants de Saint-Maurice-Pelvoisin, qui est un des quartiers de Lille. Donc, la librairie étant un commerce, pas comme les autres, mais un commerce, il y a un lien entre ces deux débats. Et dans cette introduction, je voudrais aussi citer quelqu'un qui est mort cet été, mais que tant Jean-Yves Mollier que Patricia Sorel ont connu, comme moi, et grâce à qui nous disposons des chiffres et des études sur ces chiffres concernant l'édition et la librairie depuis des années. Hervé Renard, qui est un fin connaisseur, économiste, fin connaisseur du monde de l'économie du livre, et qui a, dans l'ombre, mais avec beaucoup de talent, produit en fait les statistiques pour le ministère de la Culture. La vocation des statistiques publiques est d'alimenter les études de tous, que ce soit les éditeurs et tous les chercheurs, et donc je lui dédie notre rencontre. Alors l'anniversaire de la loi votée en 1981 à la quasi-unanimité, la loi sur le prix unique du livre, c'est l'occasion de revenir sur ses objectifs, sur les enjeux de démocratisation portés par les éditeurs et par les libraires à l'origine de ce dispositif original. C'est pour nous l'occasion de revenir sur les positionnements des professionnels à l'époque et sur la façon dont la loi, une fois votée, a dû être défendue. C'est un combat qui a été mené notamment par Jean Gattegno, à l'époque directeur du livre, auprès de Jacques Lang. La loi a dû être défendue et adaptée aux évolutions économiques et technologiques. C'était donc une loi suffisamment souple pour pouvoir continuer à vivre au-delà de sa première version, disons. La loi sur le prix unique du livre n'est pas une loi comme les autres. C'est une réglementation technique, certes, mais elle porte une vision de la culture et plus largement une vision de la société, car elle se fonde sur la conviction que la circulation des idées, des récits,
leur diversité est au cœur de notre vie démocratique et que c'est cela qu'il faut préserver au travers d'une régulation par le prix de la production et de la vente de livres. Alors, ce que je propose à Patricia Sorel comme à Jean-Yves Mollier, c'est de commencer par une brève ou pas, séquence historique qui permet de voir le chemin parcouru, les embûches surmontées, les enjeux qui ont été explicités au moment de la mise en œuvre de la loi et des développements posés par sa mise en œuvre, en n'oubliant pas que le cas de la France est certes spécifique, on pense toujours qu'on est les meilleurs, mais en n'oubliant pas que dès le début, les organisations professionnelles, comme les services de l'État, ont pensé la dynamique de la loi dans un contexte européen. À l'époque, on y croyait, moi j'y crois toujours, mais c'est difficile. À l'époque, et jusqu'à la fin des années 90, ce contexte européen restait favorable, je ne dis pas ultra favorable, mais favorable à des actions communes entre pays ou entre organisations professionnelles pour un cadre commun, pas forcément une loi commune, mais un cadre commun qui préserve la diversité éditoriale. On pouvait penser qu'il était possible de promouvoir une loi ou des règles européennes communes. On pourra revenir sur ces débats et sur leurs résultats. Et dans une deuxième séquence, nous aborderons les questions auxquelles les libraires doivent faire face aujourd'hui dans notre contexte du XXIe siècle. Questions qui ont été réactivées ou remises en lumière au moment du confinement et de la fermeture des commerces, des commerces en général, et dans un premier temps du moins, des librairies. Question plus vaste aussi du fait de la concurrence des plateformes en ligne, ou plus silencieusement du fait de changements de pratiques culturelles observés dans les grandes enquêtes nationales qui montrent la diminution du nombre de grands lecteurs, l'émiettement du temps consacré à la lecture ou encore le changement des modalités de lecture qui ne passent plus seulement par le papier, ça fait longtemps, mais beaucoup par les écrans. Et pour introduire cet échange qui se terminera à 19h, mais on vous laissera quand même la parole, je voudrais lire une anecdote qui m'a beaucoup touchée et qui est racontée par Claude Duneton et qui est citée par Jean-Yves Mollier en introduction à son livre. Je vais la lire, c'est bref, mais elle en dit long sur la place de la librairie dans nos imaginaires. Je cite Claude Duneton, lui-même cité par Jean-Yves Mollier. Donc Claude Duneton, qui est né en Corrèze, dans un milieu modeste de son petit village à côté de Brive-la-Gaillarde, avait sur ses économies acheté un exemplaire de Pêcheurs d'Islande de Pierre Loti. Il rentre chez lui et sa mère lui passe un savon. Il s'est passé 10 ans pour que j'achète un livre. À la maison, ma mère m'est tombée sur le paletot. J'étais pas un peu fondue d'avoir payé 300 balles pour un bouquin? Ah non, non, non. Mais qu'est-ce que j'avais dans le crâne? Elle criait. Des goûts de riche? C'est bien la peine qu'on te donne de l'argent, toi. Ah oui, merci. Elle soufflait de rage et puis elle gémissait. C'est bien la peine que je me crève la paillasse. Mais t'es complètement idiot alors? Hein? Elle ricanait. Et ça a duré, duré. Et ça dure encore. À tombeau fermé. J'entends les sarcasmes, que c'était pas pour nous ce train-là, que j'avais mis les pieds dans un autre monde, où les gens avaient l'air pareils que nous, mais ils habitaient un autre secteur de l'espace, en fait, un autre climat. Ils respiraient un air différent du nôtre. Il y avait erreur de démarche, comme si j'étais allée me faire soigner chez le vétérinaire ou que j'avais mené la vache au docteur. Les librairies, c'était pas fait pour notre espèce. Voilà. Et donc je vais donner la parole à nos deux intervenants après ce texte, parce que je me demande si la loi sur le prix unique du livre aura ou non permis d'inciter à la fréquentation des librairies. Est-ce qu'elle les a rendues moins intimidantes? Parce que je pense que c'est un enjeu toujours actuel. Alors, on va revenir au fondement de la loi sur le prix unique, avec peut-être une mise en contexte des prémices et du vote de la loi et de la mise en œuvre de la loi, l'état de la librairie après-guerre, le paysage de la librairie dans le monde d'aujourd'hui. Jean-Yves. Merci de me passer la parole. Merci
de m'avoir donné l'occasion de revenir à Lille, cette ville que j'aime beaucoup et dans laquelle je viens depuis très longtemps. Alors d'abord, en préambule, je voudrais dire que j'ai écrit l'histoire des libraires et de la librairie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et je tiens à mon titre, parce que j'ai voulu souligner le fait qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui des libraires, même quand il n'y a pas de librairie. 2 exemples, à Yaoundé au Cameroun aujourd'hui, les libraires au poteau vendent des livres à la sauvette en s'éclairant grâce au réverbère public. Il n'y a pas de librairie dans ce cas, mais il y a bien un libraire étalon. Au Brésil, si on va dans le nord-est, là où les régions les plus pauvres, et que l'on veut acheter de la literatura des cordel, des folietos, des petits livrets de 8 ou 16 pages, là encore, vous avez bien des libraires, mais il n'y a pas de librairie. Donc, le détail est important, y compris par rapport à la loi langue, parce que la librairie telle que vous la connaissez à Lille, et pour les étudiants, la librairie dans laquelle vous exercerez, elle n'existe guère, au fond, dans nos pays, et notamment en France, que depuis les années 1850. Je simplifie un peu, il y avait des librairies au Moyen-Âge, et parce que Patricia Sorel en a parlé dans son livre. Mais globalement, c'est entre 1850 et 1880 que la France s'équipe en librairie à la fois dans les gares. Les bibliothèques de gare apparaissent en 1853 dans l'espace public. Il y en a 1000 en 1900. Et en même temps, dans les villes petites et moyennes de province, partout où arrive le chemin de fer, des librairies ouvrent. On atteint un maximum de 8000 librairies en 1880, auxquelles on peut rajouter le millier de bibliothèques de gare. Donc vous voyez, la librairie, elle est relativement récente, ce qui explique qu'en 1949, Claude Duneton apparaisse comme un véritable cinglé par rapport à sa mère, alors même qu'il a gagné lui-même cet argent qu'il a dépensé en achetant un livre. Ce n'est pas l'argent de sa mère, c'est le sien. Mais pour sa mère, c'est une démarche incongrue, parce que la librairie, c'est le domaine des riches, des érudits, des gens cultivés, des gens fortunés. Ça n'est pas encore entré dans le domaine public. À la fin des années 1990, Marie Bonafé, psychanalyste, écrira un livre qui montre le changement radical d'époque. Les livres, c'est bon pour les bébés. Et aujourd'hui, eh bien, peut-être avez-vous eu dans vos baignoires des livres flottants. Ça veut dire que le livre est entré totalement dans notre univers, mais c'est relativement récent. Alors, ces librairies qui ouvrent massivement dans les années 1850-1900, elles pratiquent en général le même prix de vente. Et d'ailleurs, lorsque les premiers syndicats de libraires se créent en France dans les années 1880-1890, une de leurs premières revendications, c'est de s'en prendre aux éditeurs qui ne respectent pas le prix marqué et qui vendent avec des ristournes, soit aux instituteurs les livres scolaires, soit à n'importe qui des livres. Je pense notamment à Flammarion, surnommé le Boussicot du livre. C'est injurieux quand les libraires l'appellent Boussicot du livre parce qu'il ne respecte pas, en quelque sorte, le code d'honneur. Alors ce système, il dure jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on est donc encore dans un régime de prix unique. Alors, en réalité, il n'y a pas une loi qui impose un prix unique à cette époque-là. Mais ce qu'on appelle le prix marqué par les éditeurs, eh bien, il est respecté par la profession. Donc, il n'y a pas, disons, de concurrence entre deux libraires par rapport au prix du livre. Tout change en 1974, lorsqu'apparaît un nouveau concurrent sur le marché du livre, c'est la Fnac, qui ouvre à Paris, rue de Rennes, en mars 1974, une librairie qui décide de vendre avec un discount de 20%. Et les étudiants qui, à Paris, composaient une bonne partie de la clientèle des librairies, désertent alors, y compris la librairie La Joie de lire de Maspero, ou les éditions des femmes pour les féministes, pour aller se précipiter à la Fnac, parce qu'elle vend avec 20% de réduction. Les grandes surfaces se mettent alors à vendre davantage de livres et à en proposer avec 25% pour les centres Édouard Leclerc, voire parfois 30% pour la bande dessinée.
On est donc dans une période où les libraires vont se poser la question « Comment allons-nous faire pour survivre en continuant à exercer notre métier ?» Une association pour le prix unique du livre se crée, l'APU, ou l'APU pour aller vite, avec 2 libraires lyonnais, les frères Péju, et puis à Paris, un grand éditeur, Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, qui décide de donner en quelque sorte l'aura qui est la sienne, car c'est un ancien résistant, c'est lui qui a repris à la Libération, enfin quelques années après, les éditions de Minuit, c'est un homme extrêmement respecté. Et c'est Jérôme Lindon qui va convaincre progressivement François Mitterrand en 1977, Jacques Chirac en 1979-1980, de comprendre que le prix unique, certes, d'une certaine manière, lèse le consommateur, puisqu'il ne peut pas acheter avec une réduction, mais qu'en réalité, elle le protège plus profondément, parce que si on avait laissé le livre à prix unique s'imposer, ça voulait dire qu'une fois que les gros libraires et les éditeurs auraient pu se partager le marché en faisant mourir des centaines, voire des milliers de libraires, eh bien, on aurait assisté à une remontée mécanique du prix, comme ça a été le cas en Angleterre, qui, au moment où la France impose le prix unique, va supprimer le prix unique, eh bien, le prix unique, le prix du livre, après avoir baissé, va remonter et le réseau de librairies s'écrouler. Alors, 2 choses à dire, et puis je passe la parole à Patricia. Février 1979, le ministre de l'économie, René Monory, décide de libéraliser le prix de vente des livres. Et le syndicat des libraires, la Fédération française des libraires, décide de le soutenir. Alors, une bonne partie des libraires ne comprend plus comment le syndicat qui est censé les défendre décide d'approuver cette loi. Tout simplement parce que le syndicat est dirigé par les très grosses librairies, et ces très grosses librairies, elles considèrent qu'il y a 2 fois trop de libraires en France. Et donc elles verraient d'un très bon œil la disparition de la moitié des libraires, en pensant ainsi récupérer cette clientèle. Évidemment, c'est une politique à courte vue et qui ne résiste pas à l'examen. Il va y avoir une scission dans le syndicat des libraires, mais je passe sur les détails, ce qui explique qu'en 1981, au fond, les 2 lois qui symbolisent aujourd'hui, dans notre mémoire collective, l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en mai 1981, c'est la magnifique loi votée, rapportée par Robert Badinter, qui a supprimé définitivement la peine de mort, définitivement, on l'espère, la peine de mort en France. Et la 2e loi, c'est la loi Lang, qui a permis effectivement de protéger la librairie et les libraires, et qui a permis à la France de demeurer une sorte d'exception. Elle va apparaître dans les années 1982-85 comme une sorte de Huron en Europe. L'Angleterre s'est débarrassée du prix unique et l'Allemagne, la Belgique, d'autres pays ne comprennent pas la position de la France. Il va falloir 2 ou 3 ans pour que Jack Lang, réunissant les ministres de la Culture, là encore je passe sur les péripéties, Jack Lang également convainquant le chancelier Helmut Kohl que le prix unique est une bonne solution. Il va falloir, au fond, 4 arrêts de la Cour de justice européenne en 1985 pour qu'une sorte de consensus se dégage à l'échelon européen, permettant de comprendre qu'effectivement cette loi elle est bonne. D'une certaine manière, elle dit qu'il y a dans le monde de l'économie, dans notre univers, un peu déshumanisé, qu'il y a une exception, c'est le domaine de la culture. Et dans ce domaine de la culture, il n'y a pas seulement le cinéma, qui est protégé depuis le début des années 1950, notamment en France, mais qu'il y a le monde du livre, le monde des libraires et la librairie. Voilà l'arrière-plan qui a permis à cette loi d'être votée, vous l'avez rappelé, à l'unanimité à l'Assemblée nationale, à la quasi-unanimité au Sénat. 8 sénateurs avaient voté contre. On peut donc considérer que c'est une loi votée à l'unanimité. Et j'ajoute un détail qui passe souvent inaperçu. C'est la loi qui a été votée le plus rapidement dans toute l'histoire de la Ve République. Vous savez probablement qu'une loi, pour être votée, doit faire une navette entre les 2 assemblées. Or, la navette parlementaire a mis 36 heures. C'est un record dans l'histoire de la Ve République. Ça veut dire, et je terminerai par là mon intervention liminaire,
que les forces politiques étaient unies au-delà de leurs divergences, de la droite à la gauche, c'est-à-dire jusqu'au Parti communiste français qui représentait l'extrême gauche à l'époque, unanimité, et unanimité symboliquement contre le monde de l'économie, puisque en face d'elle, il y avait à la fois la FNAC et les centres Édouard Leclerc, et derrière eux Carrefour, Auchan et les autres qui se tenaient en embuscade, en espérant récupérer ce marché, comme ils avaient, avec la grande distribution, récupéré d'autres marchés. Et c'est pourquoi cette loi, elle me paraît exemplaire, y compris en 2021. Elle prouve que lorsqu'on a une volonté politique forte et qu'on est capable d'engager un combat et de convaincre, alors aucune force économique ne peut empêcher la volonté populaire de triompher. C'est rare, c'est presque même rarissime qu'une volonté politique puisse s'imposer face à un refus, à un bloc du monde de l'économie. Eh bien, c'est un des rares et heureux exemples. Merci Jean-Yves Mollier d'avoir rappelé et le contexte et les forces en présence et les grands enjeux de cette loi qui se fonde sur le constat que trop de concurrence, c'est pas une loi anticoncurrentielle, c'est consiste à dire trop de concurrence tue la concurrence. C'est ça qui est intéressant dans cette loi de régulation. Parce que si la concurrence aboutit à la concentration, eh bien on tue la dynamique qui permet la diversité de l'offre. Mais vous l'avez dit, Jean-Yves, j'aimerais bien que Patricia, vous développiez dans cette première partie un petit peu rétrospective et historique, mais qui fait comprendre des enjeux du présent aussi, que vous reveniez sur les difficultés de la mise en œuvre de cette loi. Certate, elle a été soutenue, votée, les 11 articles de la loi ont été votés rapidement, mais il y a eu une sorte de bataille d'arrière-garde ou plus que des escarmouches qui ont nécessité une grande surveillance de la mise en œuvre de la loi par les services de l'État, que ce soit les services du ministère de la Culture ou des services dépendant du ministère des Finances à propos de la concurrence. Donc la question, vous avez parlé des établissements Leclerc et la FNAC qui ont essayé de contourner la loi, à la fois en la contestant devant la juridiction européenne ou en faisant, notamment pour les bandes dessinées belges, on est presque en Belgique, donc c'est intéressant de le rappeler, réimporter, en jouant sur le prix déterminé par les libraires belges. La question des remises, la question du prix du transport, enfin, comment la loi a-t-elle pu, au fur et à mesure de sa mise en œuvre, être adaptée et devenir durable? Oui. Alors, peut-être préciser certaines petites choses avant 81. Donc, comme l'a dit Jean-Yves, en fait, jusqu'à la fin des années 1970, le livre est dans le régime du prix conseillé par l'éditeur. Et comme le disait Jean-Yves, donc c'est un prix qui est largement respecté par la profession, ce qui n'empêchait pas les libraires de faire des petites ristournes à toute ou partie de leur clientèle, notamment à l'égard des enseignants. Alors, comme l'a dit aussi Jean-Yves, eh bien, en fait, ce régime du prix conseillé a commencé à être battu en brèche avec donc l'ouverture des supermarchés et des hypermarchés. Et effectivement, donc l'année clé, c'est l'année 1974, qui voit l'ouverture de la FNAC et qui va pratiquer, elle, un rabais systématique de 20% sur les livres. Alors, on l'a peut-être un peu oublié, mais donc, effectivement, cette question du prix a divisé les professionnels. En fait, donc, à l'époque, à la tête du syndicat des libraires, se trouvait donc un libraire d'une grande librairie de province, qui était Jean-Baptiste Delman, et qui donc, lui, était favorable donc à la libéralisation des prix du livre, donc décidé par un arrêté Monory en février 1979. Et l'argument de Delman, c'était que la libéralisation des prix permettrait de donner aux libraires sa liberté de commerçant.
alors qu'il voyait dans le prix unique l'assujettissement du libraire vis-à-vis des éditeurs, puisque du coup, c'est pas le libraire qui fixait lui-même ses prix, hein, c'est le libraire, c'est l'éditeur qui décidait. Donc ça, c'était le grand argument de Delman. Et donc, comme l'a dit Jean-Yves, eh bien, cette question du prix a divisé la profession, à la fois donc les libraires eux-mêmes, puisque certains donc se sont ralliés à Jérôme Lindon, donc qui défendait le prix du livre, mais également, eh bien, les éditeurs eux-mêmes étaient divisés. C'est-à-dire que Jérôme Lindon a dû à la fois faire face à la fronde de certains libraires, mais également à l'incompréhension de certains de ses confrères éditeurs qui, eux, eh bien, voyaient d'un bon œil s'ouvrir de nouveaux marchés pour le livre, hein, parce qu'effectivement, les hypermarchés, la FNAC, commandaient des livres en grosse quantité. Hein, et pour eux, c'était plutôt donc des commandes intéressantes. Alors donc voilà, donc je passe puisque Jean-Yves l'a bien expliqué. Alors c'est très important que vous reveniez là-dessus, parce que d'une certaine manière, la relation aux plateformes ou la relation à certains gros vendeurs rappelle ces débats, la relation des éditeurs à certains. Voilà. Et effectivement, en fait, aussi, ce qui a joué en la défaveur de l'adoption du prix unique, c'était que, du coup, les politiques se trouvaient face à des professionnels divisés. S'ils avaient été tous unis pour défendre le prix unique, peut-être que Monory n'aurait pas pris son arrêté. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, de toute façon, ça a été un argument pour imposer son arrêté, donc la libéralisation des prix, puisque en fait, une partie des libraires le soutenait. Alors, lorsque donc la gauche arrive au pouvoir, donc elle fait adopter donc cette loi de 1981. Alors, je précise aussi que ça a un moment déstabilisé Jack Lang, parce qu'il pensait que en fait un simple arrêté suffirait pour changer le régime du livre. Or, un simple arrêté ne suffisait pas, pour des considérations juridiques sur lesquelles je passe. Et donc, finalement, il fallait absolument faire voter une loi. Et là, sa force était que, en fait, donc tous les libraires se sont ralliés au prix unique, même la FFSL, donc le syndicat des libraires. Alors, Delman n'était plus à la présidence, il avait été remplacé par Jacques Plaine, qui lui était plutôt favorable au prix unique. En tout cas, tout le monde s'est rallié à cette idée du prix unique, parce que je pense que, l'idée avait mûri. On avait vu les avantages et les inconvénients, surtout que la période de la libéralisation des prix a été catastrophique pour la librairie. Hein. On a vu donc de nombreuses librairies fermées, d'autres en difficulté, et donc c'est là que, on a réalisé donc les conséquences désastreuses qu'avait la libéralisation des prix sur la librairie. Hein. Et on peut dire en quelque sorte que paradoxalement, cet arrêté Monory était bénéfique dans la prise de conscience de la nécessité donc d'un prix unique pour le livre. Alors donc en 81, donc Jack Lang réussit à faire voter cette loi en un temps record, comme l'a souligné Jean-Yves. Mais comme il le dira plus tard, en fait tout ne faisait que commencer. Tout ne faisait que commencer, puisque la loi va très rapidement être en but aux attaques, alors notamment de la FNAC et des Leclerc, des centres Leclerc, qui vont donc être à la tête donc de cette fronde contre la loi Lang. Et d'ailleurs, Leclerc, une de ses premières actions, ça a été donc de porter l'affaire devant la Cour européenne de justice sous prétexte d'entrave à la liberté du commerce. Alors, diverses mesures vont être prises par les centres Leclerc. Alors, les centres Leclerc vont violer la loi. Hein, ils vont continuer à vendre des livres à des prix donc avec des ristournes dépassant les 5% autorisés par la loi. Et Leclerc va un temps bénéficier donc du flou juridique qui règne, parce que du coup tout le monde attend la décision de la Cour européenne de justice. Et en plus, est publié donc en 82 des sanctions contre les contrevenants à la loi, mais certains tribunaux refusent
d'appliquer donc ces sanctions sous prétexte que cette loi donc qui prévoit des sanctions à l'égard des contrevenants n'a pas été contresignée par le ministre de l'économie qui est à l'époque donc Jacques Delors. Donc on voit même que parce qu'on est en période d'inflation et donc en tant que ministre de l'économie, donc Jacques Delors était réticent à signer une loi donc qui à ses yeux aurait pour conséquence donc d'augmenter le prix des livres. Patricia, si tu me permets de faire une parenthèse à ce niveau, parce que c'est très important, surtout dans le Nord, où le nom de Jacques Delors évoque quelque chose. Pour que le public comprenne bien, à l'intérieur du Parti socialiste, il y avait un débat. Il y avait deux écoles. Il y avait l'école libérale, représentée par Jacques Delors, et par la ministre de la Consommation, Catherine Lalumière. Eux prétendaient défendre le consommateur en refusant le prix unique du livre. Jusqu'au Conseil des ministres, ils ont essayé de faire comprendre à François Mitterrand que c'était une mauvaise idée, que cette proposition, qui faisait partie des 110 propositions du candidat Mitterrand, et de ne pas la transformer en loi. C'est Gaston Defferre, pourtant en général plutôt libéral, mais il était marié à Edmond de Charleroux, qui est devenue ensuite présidente du jury Goncourt, et puis qui était une femme de culture, écrivain, prix Goncourt, etc. Donc avec le soutien de Gaston Defferre, la loi a été votée. Mais à l'intérieur du Parti socialiste, le secrétariat à l'action culturelle, au départ, en 1979, était favorable à l'arrêté Monori. Il a donc fallu que François Mitterrand impose lui-même, par une lettre ouverte à Jérôme Lindon, lettre ouverte de la fin de l'année 1977, qu'il impose à son propre parti une réorientation stratégique. C'est-à-dire que le Parti socialiste, fin 1977, début 1978, s'aligne sur les positions de son allié à gauche, le Parti communiste, et soutient le régime du prix unique. Mais on voit bien que cette alliance, elle est quand même fragile, puisque, précisément, comme le dit Patricia Sorel, en 1982, au moment où la loi Lang s'applique depuis le 1er janvier, Jacques Delors, le ministre de l'économie et des finances, au lieu de la soutenir par solidarité gouvernementale, continue à freiner, à ne pas contresigner un certain nombre de documents et, d'une certaine manière, à dire à la fois à la FNAC et au Centre Leclerc qu'ils ont raison. Je ferme ma parenthèse. Je saisis l'occasion, avant de rendre la parole à Patricia Sorel, pour signaler qu'ensuite, Jacques Delors a été président de la Commission européenne et que dans les archives de Jean Gattegno, j'ai retrouvé une lettre de Jean Gattegno, directeur du livre et de la lecture, adressée au président de la Commission en tant que tel, à propos de tout le travail qui était en cours dans les années 80 pour aboutir à l'élaboration d'un cadre européen. On n'a jamais su si Jacques Delors avait répondu ou pas, mais on sent dans le ton de la lettre qu'il y a une exaspération, voire même un découragement. Ça ressemble pas à la personnalité de Jean Gattegno, mais une colère à l'égard de la surdité des instances européennes. Voilà ce que je voulais signaler par rapport à la non-signature dont vous parliez à l'instant, Patricia. Et donc, voilà, donc, comme je le disais, donc Leclerc, notamment, va faire toute une campagne sur prix Mitterrand, prix Leclerc. Alors évidemment, avec des prix Leclerc qui étaient beaucoup moins élevés que les entre guillemets les prix Mitterrand. Et la FNAC va aussi trouver, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, Véronique, va trouver une faille juridique en fait, puisqu'elle va vendre des livres à moins 20%. Mais donc des livres qu'elle a exportés en Belgique, puis réimportés. Et c'est une opération qu'elle a appelée livre européen. Donc voilà, donc ce qui va catastropher donc les libraires, les éditeurs qui se trouvent désemparés, ils savent pas quoi faire. Et en fait, donc les libraires et les éditeurs vont se mobiliser pour lutter contre les contrevenants, puisqu'ils vont multiplier donc les procès devant les tribunaux. Mais là encore, eh bien, ils vont se diviser sur la stratégie à suivre.
puisque les libraires, comme ils constatent qu'ils ne sont pas toujours suivis, que les tribunaux ne condamnent pas toujours les contrevenants, ils vont dire aux éditeurs, arrêtez d'approvisionner les contrevenants. C'est arrêter d'approvisionner les Fnac et puis les centres Leclerc. Et là, du coup, il y a une division parce que les éditeurs ne sont pas tout à fait convaincus que c'est la bonne stratégie. Parce que, notamment, les contrevenants auront la possibilité de s'approvisionner auprès de grossistes. Donc, pour eux, ça ne résout pas le problème. Et donc, on va voir les libraires mettre la pression sur les éditeurs en leur disant si vous continuez à approvisionner les contrevenants, nous, on refuse vos livres, on refuse les offices, on refuse de recevoir vos représentants. Et donc, du coup, il y a eu un bras de fer entre les éditeurs et les libraires. Alors, certains éditeurs vont accepter de jouer le jeu des libraires et vont accepter d'arrêter d'approvisionner les Fnac et les centres Leclerc. Ils vont être de plus en plus nombreux, et parmi les plus gros, évidemment, donc les éditions de minuit, Le Seuil, qui sont les éditeurs qui portent le combat pour la protection du prix unique, mais d'autres vont suivre, Gallimard et d'autres grands groupes. On va même voir Hachette, les Presses de la Cité, etc. Donc en fait, alors il faudra attendre 1985 avec donc l'arrêt de la Cour de justice européenne qui valide en quelque sorte les grandes dispositions de la loi Lang. Et alors pour autant, ça ne va pas complètement mettre fin aux violations de la loi, puisque on va voir donc se poursuivre donc des contraventions, notamment à certaines périodes de l'année. Les Fnac et certaines grandes surfaces Leclerc en tête vont continuer à proposer des livres à prix réduit, notamment en période de fête et lors de la rentrée scolaire. Et donc du coup, les éditeurs et les libraires vont continuer à poursuivre donc les contrevenants devant les tribunaux, et cette fois-ci donc les contrevenants qui seront systématiquement donc sanctionnés par la justice. Et alors ensuite donc ça nous amène plus loin, on y reviendra sans doute, mais les contraventions vont se poursuivre, excusez-moi, dans les années 90, et là ce sera surtout du fait des sites de vente en ligne qui vont à leur tour mener un combat contre le prix unique. Ça nous fait une sorte de transition, et l'un et l'autre, je vais vous proposer d'intervenir sur, je dirais, à la fois toute cette période après une forme de stabilisation, à la fin des années 80, de la loi sur le prix unique, des formules, parce qu'elles existent, de réduction dans le cas des cartes de fidélité, etc. Mais disons, si on voulait résumer, est-ce que la loi sur le prix unique a permis de sauver les libraires et les librairies ? Comment peut-on dire que cette loi est une loi durable, comme l'a dit l'ancien ministre de l'Agriculture, Guémard, quand il a fait un rapport dans les années 90, une sorte de diagnostic bilan, au moment où se développe le livre électronique, peut-être pas encore tellement les grandes plateformes de vente en ligne. Comment cette loi a-t-elle pu s'adapter à des transformations technologiques importantes, tant sur l'objet livre lui-même que sur les modalités de vente? Et je termine cette sorte de phrase-question, parce qu'il ne s'agissait pas, avec la loi sur le prix unique, de protéger les librairies envers et contre tout, et notamment par rapport à elles-mêmes. Il ne s'agissait pas de laisser des commerces un peu poussiéreux, vieillissants, vivoter. Les librairies se sont aussi transformées dans leur style, dans leur manière de présenter les livres, dans leur manière d'accueillir les clients, dans les animations qu'elles proposaient. Et donc, comment les librairies aujourd'hui et pendant toute cette période ont-elles pu se transformer en accompagnant les transformations du livre et du commerce du livre lui-même? Alors, d'une certaine manière, on peut dire que les librairies s'étaient transformées déjà dans les années 1970. On va prendre un exemple. La joie de lire de François Maspero, rue Saint-Séverin, au quartier latin,
C'était une librairie libre-service d'une certaine manière. On entrait, il y avait des tables, il y avait des tourniquets, on pouvait tourner, on pouvait prendre les livres, les feuilleter. Un des gros problèmes de François Maspero, c'est que les étudiants gauchistes volaient les livres au nom de la récupération individuelle ou en développant des théories les plus fumeuses, puisqu'en réalité, ils ont attaqué directement la trésorerie de l'éditeur François Maspero, qui a disparu quelques années après en tant qu'éditeur, j'entends. Mais vous voyez bien, c'était une librairie moderne, une librairie telle que vous les connaissez aujourd'hui. Alors ça avait existé. Les frères Garnier, dans les années 1830-1850 au Palais Royal, mettaient déjà des livres dans la rue. Donc il y avait eu des formules, mais globalement, la librairie que Claude Duneton décrit à Brive-la-Gaillarde en 1950, c'est une librairie dans laquelle, quand on entre, on ne touche pas les livres. Les livres sont dans des rayonnages derrière une sorte de banque, un peu comme dans les bibliothèques, et on demande aux libraires. C'est aussi pour cela d'ailleurs que les libraires, en quelque sorte, pouvaient se plaindre de ne pas avoir assez de clientèle, mais ils ne faisaient pas grand-chose pour faire venir les nouveaux clients qui n'avaient pas les habitus culturels que possédait la bourgeoisie cultivée et aisée. Donc ça n'a pas véritablement démarré avec la loi Langue, mais c'est vrai que la loi Langue, elle a accéléré en mettant en quelque sorte au défi les libraires de prouver que certes le prix unique dans un premier temps, imposer aux consommateurs une dépense apparemment plus importante, mais que la librairie allait lui offrir bien davantage. On a vu apparaître des librairies conseils. De plus en plus, les libraires ont lu la plupart des livres qu'ils proposaient, ou en tout cas une bonne partie, et ont développé le conseil aux clients, ont développé la critique littéraire un peu sauvage, avec des fiches de lecture. Bref, toute une panoplie de réformes, d'animation culturelle, qui ont fait que ces lieux ont été de moins en moins rébarbatifs et de plus en plus ouverts au public. Mais en même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, d'une certaine manière, ceux qui se proclamaient les avocats, les défenseurs des consommateurs, à savoir Leclerc et la Fnac, sont exactement ceux qui aujourd'hui, dans le commerce en ligne, se présentent comme les défenseurs du consommateur. Je pense à monsieur ou madame Amazon, qui apparaît comme une vierge farouchement au service de la clientèle, en disant « je propose le port gratuit des livres, je propose le transport très rapide, donc je suis véritablement l'avocat de la clientèle ». C'est un mensonge complet. Pourquoi ? Parce que d'une part, Amazon ne paye pas les impôts là où Amazon gagne de l'argent. Ça va être modifié dans les années à venir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, Amazon bénéficie d'une distorsion de la concurrence. Quand il ouvre ses entrepôts, il obtient d'énormes subventions de la part des conseils régionaux ou départementaux, y compris de gauche. Et là où on aide Amazon, eh bien, ce sont les libraires indépendants qui disparaissent. Et enfin, troisièmement, en offrant effectivement le prix, en offrant le transport à 1 centime, en réalité, Amazon viole la loi Langue. Bon, donc, avec ces 3 entorses, au fond, à la législation, Amazon peut se présenter effectivement comme le défenseur de la clientèle. Je reviens à 1981-1985, la Fnac et les centres Leclerc faisaient la même chose, se prétendaient les meilleurs défenseurs des consommateurs. Mais que serait-il arrivé au réseau de libraires si la loi Langue n'avait pas été votée ? Eh bien, très exactement, ce qui est arrivé au réseau des disquaires. La plupart des jeunes qui sont dans ce public n'ont pas connu les disquaires de quartier. Là, on pouvait aller acheter des disques vinyles, puis ensuite des cassettes, puis ensuite des CD. Tout cela a disparu. Et aujourd'hui, on ne peut se procurer que dans les grandes surfaces où les grandes surfaces soient spécialisées, soit non spécialisées. Mais il y avait tout un réseau de disquaires chez lesquels on pouvait obtenir du conseil. Si on aimait la musique populaire ou la musique classique, eh bien on pouvait discuter avec les disquaires et obtenir effectivement le disque ou le CD ou la cassette que l'on souhaitait. De la même manière que les libraires eh bien, ont pu offrir ces conseils. Donc, si la loi Langue n'avait pas été votée, c'est clair que l'avenir
écrit des libraires, c'était l'avenir des disquaires, c'est-à-dire la mort programmée. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais prendre quelques secondes pour l'expliquer. Partout où on voit le prix unique disparaître, on assiste à une élévation du prix, mais en 2 temps. Vous savez, c'est comme une courbe en U. Dans un premier temps, effectivement, les prix baissent. C'est l'hameçonnage. C'est comme les hackers. Hein. On vous hameçonne, on vous fait venir, on vous allèche par des promesses. Et puis, une fois que vous avez bien mordu à l'hameçon, eh bien évidemment, la courbe se redresse et les prix augmentent. C'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne et là où il n'y avait pas le prix unique. Donc, j'insiste sur le fait que, d'une certaine manière, les arguments que l'on observe dans les journaux quand on relit la presse des années 1980-1990 sont exactement les arguments que développe le directeur France d'Amazon dans la presse ces dernières semaines pour essayer d'empêcher le vote de la loi Darcos qui va interdire la vente effectivement avec 1 centime de frais de port et qui va imposer, c'est encore en négociation, un prix du transport des livres autour de 3 à 5 euros. Bon, ça, c'est pas encore fixé. C'est-à-dire que ça va permettre aux libraires indépendants eh bien, de pouvoir lutter à armes égales avec Amazon. Vous voyez, ce sont tous ces éléments à prendre en compte et qui montrent bien que le monde de l'économie et de la finance n'a jamais pour objectif la satisfaction des besoins des consommateurs. Ces groupes, qu'ils s'appellent Carrefour, qu'ils s'appellent Auchan, qu'ils s'appellent Leclerc, qu'ils s'appellent Fnac ou qu'ils s'appellent Amazon, visent la rémunération des actionnaires. Car ces centres, alors Leclerc c'est un peu différent parce qu'ils sont un peu différents des autres, mais ce sont en général des sociétés par action, et donc le seul but qui est visé, c'est la rémunération de l'actionnaire. Ça passe par une élévation eh bien, permanente ou quasi permanente du prix de vente des actions. Et pour y parvenir, on essaie par tous les moyens de convaincre les consommateurs que c'est mieux de se ravitailler dans ce type de magasin. Alors, je compléterai en commençant par corriger une petite chose que vous avez dite, Véronique. Je pense qu'il faut le répéter, c'est que l'objectif premier de la loi Lang, c'était pas de protéger le réseau des libraires, c'était de garantir, d'assurer la diversité de la production éditoriale. Or, cette diversité de la production éditoriale ne pouvait être assurée, ne pouvait être garantie que par l'existence d'un réseau dense de librairies. Et d'ailleurs, c'est tout le discours de Jérôme Lindon qui s'inquiétait donc de l'appauvrissement à venir de la production éditoriale. Puisque, à terme, s'il n'y a plus de librairie indépendante, où est-ce qu'on va trouver les ouvrages à écoulement lent, les ouvrages difficiles, les ouvrages donc de premiers auteurs, les ouvrages de sciences humaines? Parce que ces sortes d'ouvrages, on les trouve ni dans les Fnac, ni dans les supermarchés, ni dans les hypermarchés. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Jérôme Lindon donnait l'exemple de la salle de bain de Jean-Philippe Toussaint, qui était un auteur inconnu à l'époque. Et s'il a connu le succès, si son livre a connu le succès et si Toussaint a connu la notoriété, c'est bien parce que son livre a été défendu et porté par les libraires indépendants. Il n'aurait jamais trouvé de place dans les rayons de la Fnac ou de Leclerc ou d'autres grandes surfaces. Donc ça, il faut le souligner, en fait. C'était vraiment le but, c'est le but premier de la loi, c'était protéger donc la diversité de la production éditoriale, faire en sorte que les lecteurs puissent trouver à la fois donc des best-sellers, mais aussi des livres plus difficiles, plus ambitieux, et là qui ont besoin du temps pour trouver leur public et qui ont besoin donc des libraires pour les défendre et pour les faire connaître. Patricia, si tu me permets de l'éclairer, le prix Goncourt d'aujourd'hui. Le prix Goncourt d'aujourd'hui, c'est un jeune écrivain sénégalais dont les 3 premiers romans sont parus en coédition à la fois au Sénégal et par Présence africaine en France. Et il est évident que c'était des romans tirés à 1000 ou 1500 exemplaires et que seul un réseau de libraires indépendants a pu effectivement vendre des livres d'un éditeur indépendant
qui connaît, alors depuis l'attribution du prix Goncourt, on connaît cet éditeur Philippe Ray, mais il y a une semaine, il était totalement inconnu. Je referme la parenthèse, mais c'est important de voir qu'en effet, ça illustre bien la possibilité pour un écrivain talentueux tel que l'est ce jeune Sénégalais, d'avoir accès tout simplement à vos oreilles, c'est-à-dire que vous puissiez tout simplement entendre son nom, savoir qu'il existe. Pour ses 3 premiers romans, c'est demeuré modeste. Il a vendu quelques centaines ou 1000 ou 2000 ou 3000 exemplaires de son roman, mais ça lui a donné envie de continuer et il arrive au 4e roman à obtenir le prix Goncourt qui va se vendre entre 400 000 et 700 000 exemplaires. Et je pense que c'est important que vous continuiez l'un et l'autre, et Patricia, vous allez développer ce point, à montrer que la loi sur le prix unique, et notre débat s'intitule Éloge de la librairie, mais est pensé globalement comme un système qui permet de l'auteur jusqu'au lecteur, en passant par l'éditeur, le transporteur, le diffuseur et le libraire, de former un ensemble viable. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, la diversité éditoriale, elle passe par le maintien d'un réseau dense de librairies dans lesquelles les livres sont partout disponibles au même prix, quel que soit le lieu sur le territoire. Et même les très grands éditeurs font ce raisonnement qui consiste à se dire que les best-sellers ne peuvent pas être leur seul objectif. Et c'est ce qui est inquiétant à la FNAC aujourd'hui, où la restriction de l'offre est telle que elle est pas totalement nulle, bien sûr. Hein, l'offre, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais par rapport à la FNAC des années 70, les choses se sont beaucoup transformées. Il y a beaucoup de machines à café vendues à la place des livres. Et donc, la diversité éditoriale, c'est-à-dire des livres de plus faciles d'accès, cohabitant avec des livres qui ne sont pas en eux-mêmes difficiles, mais que l'on ne rencontrerait pas aussi facilement, c'est ça, effectivement, le véritable enjeu. Et donc, ce que j'appelais dans mon introduction une forme de vision du monde, où la diversité de la pensée est l'objectif final. Mais justement, je crois que c'est important, puisque l'heure tourne, que l'on n'oublie pas, et les uns les autres, d'expliquer comment, dans le cadre de ce dispositif de régulation de la concurrence, on a pu absorber les transformations, l'arrivée de formes d'électronique du livre, l'arrivée de changements dans les modes de lecture et de demande et l'affaiblissement du nombre de grands lecteurs et une diversification de la clientèle des libraires. Comment aujourd'hui, parce que vous avez raison de dire s'il ne s'agissait pas de protéger comme ça en elle-même les librairies, mais comment la loi a-t-elle permis des transformations à l'intérieur de ce système, y compris au moment où les grandes plateformes leur font concurrence? Alors ça, si je peux revenir un petit peu en arrière, c'est un autre grand élément de la loi, c'est-à-dire que la loi Lang a profondément modifié les relations entre libraires et éditeurs, puisque désormais, la concurrence ne se fait plus sur le prix du livre, mais se fait sur le service, la qualité du service rendu. Et du coup, on peut dire que la loi Lang, en fait, en quelque sorte, a revalorisé le métier de libraire, puisque du coup, le libraire va pouvoir faire valoir tout ce qu'il apporte, par rapport à une FNAC ou un centre Leclerc, c'est-à-dire le conseil du client, l'animation. Et c'est en cela donc qu'on retrouve le cœur même du métier de libraire. C'est lui qui va conseiller le client, donc en fonction de ses goûts, en fonction de si vous rentrez dans une librairie, vous voulez acheter un livre pour votre grand-mère, vous allez demander donc l'avis du libraire qui va vous conseiller. Ce sera plus difficile si vous faites la même démarche donc dans un rayon de supermarché ou dans un rayon de la FNAC. Donc en fait c'est un autre élément important de la loi Lang, c'est que elle a complètement transformé les relations libraire-éditeur. Et c'est là que va se poser la question des remises, puisqu'il est prévu dans la loi Lang que les éditeurs doivent prendre en compte le service apporté aux libraires dans la diffusion du livre.
Et donc, ça va être un point de divergence pendant plusieurs années entre éditeurs et libraires, puisqu'en fait, le but, c'est que les éditeurs accordent une plus forte remise aux libraires qui peuvent se prévaloir de défendre leurs livres, les livres par leur politique d'animation, par exemple, par leur vitrine, etc. Et donc, cette question des remises, eh bien, va donner lieu à de nombreuses négociations très ardues, âpres, entre éditeurs et libraires, qui va donner lieu à la signature d'un premier protocole suite à la médiation CAR en 1991, excusez-moi, puis un deuxième protocole et un troisième protocole en 2008, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Et là, bon, je me tourne vers les libraires parce qu'ils connaissent très bien ces divergences, hein, ces négociations qui ont toujours lieu d'ailleurs avec les éditeurs, parce que bon, les libraires ne sont pas toujours satisfaits, hein, complètement satisfaits de ce dernier protocole, donc de 2008. Et donc, en fait, voilà, c'est en fait un des points essentiels qui va se poser ensuite, un des points de discussion essentiels qui va se poser ensuite donc entre libraires et éditeurs, c'est donc la reconnaissance donc de ce qu'apportent, hein, les libraires dans la diffusion du livre, donc le rôle de conseil et d'animation. Alors, juste pour un peu répondre à votre question, donc la première adaptation de la loi Lang, en fait, on va la voir en 2011, puisque avec donc l'arrivée et le développement du livre électronique, va se poser donc effectivement du livre numérique, va également se poser donc la pertinence de la loi Lang, et donc on va voir donc le vote en 2011 d'une loi qui soumet le livre numérique au prix unique. Hein. Et donc voilà, ça c'est une des premières grandes évolutions qu'a connue donc la loi Lang, et la plus récente, donc Jean-Yves vient d'en parler. Elle est toute récente puisque elle a été adoptée par le Sénat au mois de juin, et elle vient d'être adoptée le mois dernier par l'Assemblée nationale, et à l'unanimité à l'Assemblée nationale, pour montrer aussi encore une fois qu'il y a vraiment un consensus politique. C'est donc défendre le fait donc de proposer, hein, le transport du livre, enfin les frais d'envoi du livre à 1 centime, puisque c'était donc le contournement, hein, pratiqué donc par la Fnac et par Amazon, par d'autres sites de vente en ligne. Hein. Donc ça c'est la dernière grande évolution, hein, de la loi Lang. Patricia, une conséquence également heureuse de la loi Lang. Elle a fait naître d'authentiques libraires, y compris dans certaines grandes surfaces. Je pense aux espaces culturels Leclerc. C'est-à-dire que Édouard Leclerc, puis son fils Michel-Édouard Leclerc, ont compris d'une certaine manière que cette loi pouvait être bénéfique pour eux et qu'elle pouvait leur permettre de gagner encore plus d'argent, à condition de transformer un peu leur magasin et d'ouvrir de véritables espaces culturels en embauchant de véritables libraires formés. On peut y ajouter France Loisirs, qui au départ était uniquement de la vente par correspondance avec des clubs, donc avec des adhérents, hein, à ces clubs. Ensuite, on a vu apparaître des espaces France Loisirs dans certains magasins, et puis de véritables librairies France Loisirs, avec embauche également de libraires. Et vous voyez du coup, aujourd'hui, quand on parle de libraires, de qui parle-t-on? On parle à la fois d'environ 2000 ou 2500 libraires indépendants, propriétaires de leurs fonds, en quelque sorte, de leur bail. Et puis à côté, vous avez autour de 7500 employés de librairies dans la diversité des librairies. Parce que si vous regardez les lieux où se vend le livre aujourd'hui, globalement, quand on regarde les chiffres clés du ministère de la Culture, et en effet, on peut rendre hommage à notre collègue Renard, qui est décédé il y a quelques semaines et qui, pendant des années, a produit ce travail qui nous permet de réfléchir et de mieux connaître la réalité concrète de cet univers. Alors, quand on regarde, en gros, les librairies indépendantes vendent à peu près 19% des livres dans l'espace français. Les grandes surfaces culturelles, 21%.
Les grandes surfaces non spécialisées, autour de 25%. La vente en ligne, 21%. Puis vous avez encore quelques autres espaces. Les maisons de la presse ou les relais, c'est de l'ordre de 3%. Vous voyez donc que, à la fois, la part de la librairie indépendante est relativement modeste, mais elle est énorme par rapport aux États-Unis, par rapport à la Grande-Bretagne et par rapport aux pays où les libraires, tels que nous les concevons, n'existent plus. Aux États-Unis, quand vous entrez dans une librairie, vous trouvez les livres qui ont moins de 3 mois. Mais il n'y a pas de fond. Vous ne trouvez pas de livres qui sont là depuis 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Or, un libraire tel que nous l'entendons, c'est un libraire qui est capable de garder du fond, même si ça ne rapporte pas beaucoup, puisque la rotation est trop faible. Donc c'est aussi la rotation d'un capital immobilisé, si on veut parler comme les économistes. Mais c'est ça qui fait l'honneur et la différence de la librairie. Alors, on voit bien comment effectivement, même si la part est relativement modeste, elle est le socle qui permet aux livres de continuer à être proposés dans la diversité. Et ce qui est quand même, je dirais, remarquable, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une ville de 10 000 habitants dans laquelle il n'y a pas au moins une bonne librairie, pas simplement une librairie. Celle-là, on en trouve, y compris dans les villes de 2000 ou 2500 habitants. Mais une véritable librairie avec un fonds relativement important, nous l'avons préservée grâce à la loi Lang. Et je pense qu'en effet, la loi Darcos va permettre d'améliorer encore le système. Et on a vu, au moment de la pandémie, au moment du confinement, on a vu que les Français continuer à être fidèles à leur libraire ou redécouvrir ce qu'était la librairie, voire découvrir la librairie, puisque les libraires nous disent qu'ils ont vu revenir à eux des clients qui les avaient quand même délaissés depuis quelques années et qu'ils ont vu arriver de nouveaux clients. Le fait même que la France ait eu le courage de classer en commerce essentiel en février 2021 les librairies, c'est la preuve qu'en effet, je vais être un peu grandiloquent, un peu lyrique, l'homme ne vit pas que de pain. Le pain de l'esprit est aussi indispensable que le pain du boulanger. C'est ce que j'ai écrit dans la revue professionnelle, le magazine Livre Hebdo. Je répète, on peut considérer que c'est grandiloquent, que c'est un élan lyrique de la part de quelqu'un qui, effectivement, a une belle bibliothèque et a toujours vécu dans cet univers. D'abord, c'est totalement faux. Chez moi, chez mes parents, il n'y avait pas un seul livre, et donc je n'ai pas vécu dans cet univers. C'est l'école de la République qui m'a emmené vers la bibliothèque et vers la lecture. Et puis ensuite, bien sûr, eh bien, j'ai continué à lire. Mais ça, c'est, je dirais, l'honneur de la France d'avoir été capable, dans une période compliquée, où une maladie épouvantable, une pandémie faisait craindre pour la vie de nos concitoyens et notre propre vie, eh bien, de rappeler cette réalité que l'on retrouve dans La peste d'Albert Camus, que l'on retrouve dans le journal de la peste de Daniel Defoe et dans bien d'autres livres qui nous rappellent qu'en effet, lire, c'est ce qui nous permet peut-être pas toujours de vivre, mais en tout cas de survivre. Et si vous avez lu Fahrenheit 451, vous voyez qu'à la fin de ce roman, puisque les livres sont interdits, que les pompiers brûlent les livres, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui sont devenus des livres. Ils ont appris par cœur tel et tel roman afin que le livre continue à survivre. Plus récemment, un grand romancier catalan, Ruiz Zafón, a écrit 4 volumes de la série du cimetière des livres oubliés pour montrer, là encore, que le livre est indispensable. Et je termine en disant, vous avez remarqué comme moi que là où la dictature s'installe, elle commence par brûler les livres. Ça avait été vrai avec le nazisme en Allemagne en 1933, avec le franquisme en Espagne en 1939, avec le système Pinochet au Chili en 1973, et ça a continué à Tombouctou, à Mossoul et ailleurs, avec l'organisation de l'État islamique qui a tellement peur que chacun et chacune puisse lire des livres qu'on commence par brûler les livres qui donneraient un peu de réflexion.
Autrement dit, c'est un combat à mener en permanence et grâce à un certain nombre de mesures réglementaires et de lois, on y parvient un peu mieux. Non, mais il ne faut pas s'interdire d'être grandiloquent. Et je propose aussi à Patricia, avant de donner la parole et de rebondir avec des questions, de nous dire comment vous voyez les raisons d'espérer, mais aussi peut-être aussi les points de vigilance dans une époque où, y compris aux États-Unis, dans certaines universités, on propose de brûler les livres mal pensants parce que pas assez féministes ou pas assez... voilà, il faut aussi balayer devant notre porte. Dans une période où les loyers en centre-ville sont très élevés, les marchés libraires se réduisent et les grands lecteurs ne sont plus aussi nombreux, ou comment dire, les pratiques de lecture se modifient, on peut le dire de manière plus neutre. Quelles sont les raisons d'espérer ou les recommandations que l'on peut faire à de futurs libraires? Alors, moi, je veux rester optimiste. D'ailleurs, il y a une période, on avait dit Internet tuera le livre, il n'y aura plus de librairie. Et puis, en fait, heureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et en fait, comme le disait Jean-Yves, je pense que le confinement, s'il a eu une conséquence positive, c'était donc, encore une fois, de faire prendre conscience aux gens de l'importance des librairies, mais en plus, je pense que Vincent Chabot, que nous connaissons bien tous les deux, en parlera, des commerces de proximité. Parce que aussi, eh bien, les librairies participent à la revitalisation des centres-villes. Et si on a vu donc à la fin du confinement les gens se précipiter dans les librairies, c'est parce que ils ont pris conscience qu'ils avaient besoin d'aller dans un lieu chaleureux, un lieu où ils seraient accueillis, un lieu où ils pourraient discuter de livres avec le libraire, un lieu où on peut flâner entre les rayons, où on peut prendre des livres, les feuilleter. Donc je pense que les gens vont rester attachés à ces lieux d'accueil qui participent encore une fois à la revitalisation des centres-villes, des quartiers où ils vivent. Donc ça c'est une chose. Alors autre chose effectivement, c'est que tous les ans il y a des librairies qui ferment. Mais il y a également des librairies qui ouvrent. Donc, il faut rester optimiste. Alors, vous avez soulevé un problème qui est le problème, effectivement, donc des coûts, notamment des loyers des centres-villes qui mettent donc des libraires en difficulté. Alors, peut-être que, justement, on parlait de la loi d'Arcos. La loi d'Arcos va peut-être, du moins en partie, résoudre ce problème, puisque un autre élément de cette loi, c'est que désormais, les communes et les intercommunalités pourront subventionner les librairies, alors à hauteur de 30% de leur chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas. Voilà, ce qui va permettre donc aux communes, donc aux municipalités, d'aider donc financièrement donc les librairies. Donc ça, donc je pense que donc c'est un problème dont les politiques ont pris conscience et donc qui va pouvoir peut-être, on va le voir dans les années qui viennent, mais qui pourra donc au moins aider un petit peu donc les librairies sur cette question effectivement du prix quelquefois exorbitant donc des loyers dans les centres-villes. Sur ce point d'ailleurs, Paris a perdu 400 librairies dans les 20 dernières années. Mais lorsque la librairie des Pufs, qui était à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la place de la Sorbonne, a fermé, le maire de l'époque, Jacques Tibéry, avait fait une tribune dans Le Monde en disant qu'il fallait modifier la loi dans le sens où la loi d'Arcos va aller, et donner aux librairies les mêmes avantages que possèdent les cinémas d'art et d'essai grâce à des lois qui ont été votées dans les années 1950, c'est-à-dire l'autorisation aux collectivités territoriales de subventionner volontairement, après débat public bien entendu, tel et tel secteur considéré comme essentiel.
Si la loi Darcos avait été votée 20 ans plus tôt, il est probable que cette grande librairie, en plein cœur de la Sorbonne, pour ceux qui connaissent un peu Paris, hein, donc une librairie qui était une sorte de symbole, en quelque sorte, de ce qu'était la lecture, eh bien, elle n'aurait pas disparu. Malheureusement, elle a été remplacée par un magasin de fringues, et puis aujourd'hui, le magasin de fringues a été remplacé par un magasin de nourriture de consommation rapide. Voilà un peu une illustration terrible de ce qui risquait d'arriver à la librairie dans son ensemble si la loi Lang de 1981, la loi Darcos de 2021 n'avait pas été votée. Effectivement, donc moi je me souviens de la fermeture de la librairie des Pufs, ça a été un coup de tonnerre, et je pense que un autre coup de tonnerre dans le quartier latin beaucoup plus récent, c'est la fermeture de Giberjeune, et je pense que ça a aussi participé à la prise de conscience de la population de ce que c'est que la disparition d'une librairie, ce que ça représente, voilà, physiquement, matériellement dans une ville, parce que bon, c'est vrai que ça fait bizarre. Là, on traverse le boulevard Saint-Michel, et puis on a ces grandes façades là désormais fermé, alors qu'on avait l'habitude de voir Giberjeune, et puis toute la population que cela amenait, les gens qui feuilletaient les livres, enfin. Et donc, je pense que ça a aussi participé peut-être à une prise de conscience, cette fermeture donc des librairies Giberjeune. J'ajouterai un mot qui montre la complexité du monde dans lequel nous vivons. Pourquoi Gibert Joseph, qui a racheté Giberjeune, pourquoi est-ce qu'il a fermé dans le bas du boulevard Saint-Michel tous les espaces Giberjeune? Parce que comme il est propriétaire des murs, ça lui rapporte bien plus d'être rentier, c'est-à-dire de vendre les murs plutôt que de vendre quelque chose à l'intérieur de ces murs. Mais si on va au bout du processus, il n'y aura plus de vie humaine sur notre planète. Parce qu'en effet, les rentiers auront pris le pouvoir, et puisque la rente rapportera plus que le travail, eh bien alors, il n'y aura plus de travail. J'exagère évidemment volontairement, je pousse jusqu'au bout la logique de ce système, qui est un système absolument aberrant. On peut se mettre à la place de la famille Gibert, effectivement, qui est propriétaire des murs, mais c'est une aberration. Et peut-être que, dans certains cas, l'État pourrait prendre des mesures de préemption, en quelque sorte, et dire non. Eh bien non, vous ne pouvez pas remplacer une librairie par un magasin de vêtements ou par un magasin de restauration rapide. Ouais. Enfin bon, ça se discute. Je pense que les collectivités territoriales et notamment la ville de Paris prennent leurs responsabilités maintenant. La ville de Paris a créé une société d'économie mixte qui rachète les murs et qui les remet à la disposition des libraires avec des loyers plus bas. C'est un peu le même type de politique que ce qui a animé la loi poussée par Laure Darcos. Et je pense que vous avez raison de dire que la fermeture de la librairie des Pufs ou de Giberjeune a été des coups d'alerte. Mais de toute façon, tout ce boulevard Saint-Michel est en très grande difficulté. Une boutique sur deux est fermée. Et moi, je dis aussi que attention à ne pas être trop centré sur le quartier latin, même si c'est un symbole, tout à fait, et que la librairie Gibert aujourd'hui a un fonds extraordinaire, et j'espère qu'elle le gardera longtemps. Mais en Seine-et-Marne, dans certaines grandes villes, en Seine-Saint-Denis, là je prends l'exemple de la région Île-de-France, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Il y a encore des endroits très habités, avec un grand nombre d'habitants qui n'ont pas de libraire. Donc je veux dire, c'est aussi un problème d'aménagement du territoire. Mais vous avez l'un et l'autre, et je vous en remercie. Rappelez les fondements de la loi, rappelez comment elle a réussi à s'adapter, comment encore tout dernièrement des discussions ont eu lieu sur des points qui permettent d'adapter la situation des libraires et qu'ils restent compétitifs et non pas protégés. Et c'était important de le dire 40 ans après le vote de la loi. Et on va vous donner la parole si vous souhaitez poser des questions, et ce qui permettra à Jean-Yves Mollier et à Patricia Sorel de préciser certains points. Je vais être encore grandiloquent une seconde et vous citer l'adage des humanistes, donc autour de 1600. Alors ce sera du latin, mais je vais le traduire. Ut libri sint liberi. Là où il y a des livres sont les hommes libres. Jamais cet adage des humanistes n'a été aussi vrai qu'aujourd'hui. Là où il y a des livres sont les hommes libres. Alors, c'est grandiloquent, ça nous ramène à une époque où l'Église catholique
évidemment, avait horreur des humanistes et les brûlait sur des bûchers parce qu'elle ne voulait voir que ses propres livres entre les mains des lecteurs et elle empêchait les autres. Cette époque, heureusement, est révolue, mais il y a encore un bon nombre de pays dans le monde où, dans les librairies, on ne trouve pas la diversité des opinions. En France, fort heureusement, dans nos librairies, on peut trouver la diversité des opinions et donc essayer de se forger sa propre opinion à travers la lecture des opinions critiques des uns et des autres. Merci Jean-Yves. Des questions? Sinon, on peut continuer à parler, hein, mais je suis sûre que vous avez des questions. Bonjour. Bon, bah, écoutez, moi je suis libraire indépendant à Lille. Voilà. Et je dois beaucoup de choses à la loi Langue, puisque j'ai 60 ans et ma librairie... voilà, enfin, j'étais à l'INFL, qui ne s'appelait pas alors l'école de librairie à Paris, qui s'appelait à l'époque l'Asphodel. Et donc, voilà, je me souviens, je faisais un stage au printemps, au magasin du printemps, et je me souviens avoir décroché avec joie les panneaux moins 20%. Voilà. Mais je voulais quand même mettre, enfin, par rapport à ce qui s'est dit ce soir, il y a plusieurs choses que j'ai trouvé un petit peu inexactes ou à éclairer. Et je voulais vous en parler. D'une part, on est à Lille. Enfin, je voulais quand même signaler que on a parlé de la modernisation des librairies dans les années 80, 70. Enfin, et on est quand même à Lille. Et moi, je voulais tirer quand même un petit coup de chapeau à Paul Calins, qui a créé l'enseigne Le Furet du Nord, même si actuellement Le Furet du Nord appartient à un groupe, voilà, à une banque, le Crédit Agricole. Mais c'était une librairie indépendante avec quelqu'un qui a été très intelligent, qui a modernisé. Il faut savoir que avant les années 60, 70, les ventes se faisaient au comptoir. Donc on demandait le livre dont on avait besoin, et puis c'est tout. Et Paul Calins, avec Essel, le fondateur de la FNAC, d'ailleurs, ils ont, je crois, à un moment failli s'associer. Donc Paul Calins a été avec Essel un des grands modernisateurs de la librairie en France. Voilà. Sinon, on a évoqué, enfin, je crois que Patricia Sorel a évoqué aussi cette loi. C'était pas uniquement pour défendre la librairie, mais défendre aussi l'édition dans sa multiplicité. C'est vrai que, par exemple, dans les années 80, quand j'ai commencé à être libraire, on trouvait le Quid ou le Livre des records, enfin des très très grosses, ce qui n'existe quasiment plus, je crois que voilà, qui existe encore, mais c'était ces livres-là qui ont fait la plupart du temps sur lequel les remises étaient exercées. Et en effet, par exemple, les livres de sciences humaines, qui étaient encore très très importants à cette époque-là, eux, ne bénéficiaient souvent pas de remise. Et donc, en fait, c'était aussi pour protéger, évidemment, l'édition dans sa multiplicité. Ce qu'on peut quand même déplorer, c'est que c'est dans les années 80 que les sciences humaines, par exemple, ont perdu leur importance en France. Il faut savoir que la France, voilà, avec la psychanalyse, enfin, beaucoup de domaines des sciences humaines étaient très importantes. L'histoire, l'école française, la psychiatrie, la psychanalyse, etc. Et en fait, le prix unique du livre n'a quand même, malgré tout, pas permis comment dire, de protéger l'édition, puisque les achats de livres sur les sciences humaines ont vraiment commencé à décliner au début des années 80. Et il y avait un autre point que je voulais aborder. Oui, enfin, il y a aussi eu quand même, malgré... je pense que des librairies auraient pu voir le jour sans la loi Langue, malgré tout. Enfin, il y a eu quand même, je sais pas, des grands exemples, Ombre Blanche à Toulouse, etc., qui se sont développés, même un peu avant ou tout à fait au début. Mais je pense, enfin, la loi Langue
leur a permis de connaître une croissance, un développement, mais ça n'a pas tout protégé. Et puis enfin, je voulais parler du contexte européen. Je me souviens vraiment de cette grande guerre avec l'Europe. Il faut savoir que l'Europe était quand même extrêmement, et l'est toujours d'ailleurs, extrêmement libérale et donc en fait il y avait vraiment aussi au-delà du Parti socialiste, je pense, il y avait un contexte qui était extrêmement difficile puisque c'était quand même des partis très libéraux qui voyaient en ce prix unique du livre quelque chose qui était contraire à leur doctrine. Alors, juste pour effectivement, je suis contente que vous citiez Paul Callens parce qu'effectivement, il était précurseur dans la modernisation des librairies. Alors, en fait, la modernisation des librairies, commence même dans les années 1960, puisque c'est en 1959 qu'est fondée la Socomodel, qui est l'organisme qui va aider justement les librairies à se moderniser. Et effectivement, le Furet du Nord, ça a été la première librairie, par exemple, à installer une pochothèque dans son sein, puisqu'elle avait même installé au sous-sol, et c'est donc la première fois dans une librairie où il y avait tout un espace donc réservé aux livres de poche. Donc effectivement, ça, je suis d'accord avec vous sur le fait que la modernisation même intervient un peu plus tôt, dès les années 1960. Alors, sur la question des sciences humaines, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Les éditeurs disent qu'effectivement il y a une crise en sciences humaines, mais quand vous regardez la totalité des titres produits, ça n'est absolument pas le cas. Je m'explique. Les sciences humaines, dans la grande époque, c'est-à-dire les années 1980 à 2000, c'était 5 éditeurs. C'était les PUF, c'était Gallimard, c'était Fayard, c'était c'était Payot, c'était 1 ou 2 éditeurs encore. Aujourd'hui, il y a une extraordinaire diversité. Et il y a un éditeur qui n'a pas bonne presse chez les libraires, mais c'est une réalité, c'est l'Harmattan. L'Harmattan, c'est plus de 2000 titres de sciences humaines par an, avec des faibles tirages, autour de 400 à 600 exemplaires et éventuellement des réimpressions. C'est également un éditeur dont on sait bien qu'il vit grâce aux subventions accordées par les universités ou par les universitaires ou par tout simplement ceux qui font éditer. Donc on lui reproche d'être en quelque sorte une sorte de paravent de l'auto-édition. Mais que ça plaise ou que ça ne plaise pas, cette réalité, elle est là. Il y en a une autre. Il y a des presses universitaires qui se sont développées indépendamment des PUF. Je pense notamment aux presses universitaires de Rennes, qui ont connu un développement extraordinaire dans le domaine des sciences humaines et qui, elles, sont bien intégrées au réseau de librairies et présentes dans la plupart des librairies désormais en France. Les presses universitaires de Rennes sont loin d'être uniquement des presses universitaires bretonnes. Sous ce sigle PUR, vous avez une vingtaine d'universités aujourd'hui qui sont adhérentes à cette centrale en quelque sorte. Puis vous avez également d'autres presses universitaires. Vous avez les éditions Cartala également. Donc la diversité des acteurs qui interviennent dans le domaine des sciences humaines a en quelque sorte gêné considérablement les éditeurs dont c'était un secteur vital. Payot a beaucoup de difficultés à continuer à vivre. Les autres se sont recentrés sur autre chose. Fayard, par exemple, fait moins de sciences humaines et davantage de littérature générale. Donc on voit bien que cette réalité d'une édition de sciences humaines en dehors des circuits traditionnels a fait qu'on a cru qu'il y avait une crise de l'édition en sciences humaines. Mais les enquêtes statistiques faites par les sociologues démontrent qu'il n'y a pas une crise des sciences humaines, mais qu'il y a un renouvellement considérable de l'offre et des acteurs. Et d'ailleurs, il y a un regain aussi, les libraires constatent un regain des ventes de livres de sciences humaines là, depuis quelques mois, voire quelques années. Donc ça, c'est... Pour terminer, c'est un point positif. On n'a pas le temps de le traiter, mais je pense que sur cette question-là, et plus largement sur la vitalité des librairies, il faudrait aussi un débat et des chiffres sur les relations entre les bibliothèques universitaires ou municipales et les librairies. Parce qu'il y a des bibliothèques
qui achètent sur Amazon. Et donc, ou qui citent la possibilité de trouver tel ou tel livre sur Amazon. Et ça, pour moi, c'est se tirer, c'est une balle dans le pied. Voilà. Donc, plus largement, la relation des achats par les collectivités auprès des librairies et des libraires. Ça, c'est un sujet très, très important. D'autant plus que le développement des bibliothèques universitaires date des années 1980, puisque vous les citez. C'est aussi notre offre qui s'offrait, donc un public étudiant. Bonjour, je suis élève à au BUT de Tourcoing, métier du livre. Et en fait, j'aimerais bien avoir des éclaircissements sur l'abaissement du nombre de lecteurs, parce que vous avez parlé un peu du monde financier qui était une des raisons principales de la difficulté des libraires ou de l'adoption de la loi Langue, etc. Mais est-ce que c'est pas un peu une forme de déculpabilisation des Français et des habitants qui, en fait, sont eux responsables du fait que les librairies marchent de moins en moins? Et j'aimerais savoir un peu, à quel niveau on peut vraiment évaluer l'abaissement du nombre de lecteurs, si c'est vraiment alarmant ou si c'est finalement pas si grave que ça. Ou voilà. Moi, je ne crois pas du tout à la diminution du nombre de lecteurs. Je pense que les enquêtes statistiques qui sont faites aujourd'hui continuent à être faites sur des bases anciennes et qui ne permettent pas de connaître la réalité d'aujourd'hui. Je m'explique. Les étudiants, quand on leur pose la question « Combien de livres lisez-vous par année ?», ils vont répondre X ou Y. Mais c'est une mauvaise question, car la plupart des jeunes ne lisent pas des livres en entier, ils lisent des parties de livres, des chapitres de livres où ils lisent de manière fragmentaire. Par conséquent, si on veut connaître la réalité, indépendamment de tout jugement de valeur, il faut leur demander, en mettant bout à bout toutes ces parties de livres et ces chapitres, combien d'équivalents livres vous lisez chaque année. Moi, j'ai fait l'expérience avec mes étudiants. On passe de moins de 10 livres à évidemment plus de 20 livres. Vous voyez, il faut faire attention à la manière dont les questions sont posées. Ensuite, aujourd'hui, comment lit-on ? On lit bien davantage sur smartphone qu'en effet sur livre papier. Mais là encore, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, on lit. Par exemple, au Japon, il y a un genre littéraire qui s'est créé qui s'appelle le Keisai Shusetsu. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des mangas écrits sur smartphone, diffusés sur smartphone et lus sur smartphone. Alors évidemment, pour nous qui sommes des amoureux du livre papier, ça n'est pas nécessairement plaisant d'observer cette réalité, mais en tant qu'historien, je n'ai pas à dire c'est bien ou c'est mal, c'est mieux ou c'est moins bien. Ça ne me concerne pas. Ça me concerne éventuellement en tant qu'individu. Je me garderai de donner mon avis. Donc, ces réalités, elles existent. Les webtoons existent également. Donc, il faut faire très attention. Je ne crois pas que le nombre de lecteurs ait diminué. Ce qui a diminué, c'est le nombre de forts lecteurs de livres sur papier. Le nombre de ce qu'on appelle les forts lecteurs, plus de 24 livres lus par an sur papier, a diminué. Et donc, en ce sens, en effet, pour la librairie physique, pour l'achat de livres papier, il y a une répercussion. Mais en même temps, les libraires se sont mis à vendre des livres électroniques. Ils se sont mis à vendre également sur des plateformes qu'ils créent eux-mêmes. Pour l'instant, les résultats sont relativement modestes. Faisons attention, là encore, aux batteries statistiques qu'on mobilise. Les éditeurs se réjouissent en disant le livre électronique, ça représente moins de 10% du chiffre d'affaires. Mais enfin, on a démarré très très bas, ça a augmenté jusqu'à 10%. Changez de batterie statistique, regardez les chiffres du Crédoc, la consommation d'imprimés électroniques, c'est 25%. Tiens, mais d'où vient l'écart entre 10% et 25%? Parce que quand on consomme, c'est-à-dire quand on lit des livres électroniques, on ne les achète pas forcément. On peut les emprunter, on peut se les prêter, on peut utiliser des tas de systèmes, y compris les bibliothèques gratuites, les bibliothèques électroniques, Gallica, Europeana, l'équivalent avec la bibliothèque électronique américaine. On peut lire également des livres gratuits sur Google. La bibliothèque électronique gratuite sur Google, elle existe. Autrement dit, regardons bien la réalité de ce qu'on appelle, d'un terme un peu barbare, la consommation d'objets imprimés et la consommation d'objets électroniques, d'objets de livres électroniques. Vous voyez ? Donc de ce point de vue-là, moi je ne suis pas du tout pessimiste. Et puis, et je terminerai par là,
L'humanité a lu sur des tas de supports. L'humanité a lu sur des stèles de pierre en Chine il y a 5000 ans, sur des tablettes d'argile à Sumer il y a également 5000 ans, sur des rouleaux, puis sur les codex. Alors évidemment, comme le codex dure depuis 2000 ans, on a tendance à penser qu'il durera toujours. Aujourd'hui, il y a le livre électronique et demain, mais il y aura d'autres supports. L'important, ce n'est pas le support, l'important, c'est la lecture. Aussi longtemps que l'humanité lira, elle survivra. Ce sera ma conclusion, car malheureusement, nous sommes obligés de vous quitter. Et vous, Patricia, votre conclusion? Ma conclusion, alors non, mais je rejoins Jean-Yves sur ce qu'il vient de dire sur la lecture. Effectivement, on ne lit plus comme on lisait il y a 20 ou 30 ans. Et ce qui peut paraître inquiétant, c'est effectivement donc la baisse du nombre de lecteurs de livres papier. Mais la librairie a toujours prouvé qu'elle avait su s'adapter, en fait. Quand on refait l'histoire de la librairie, on s'aperçoit que les libraires, ils ont toujours crié à la mort du livre, à la mort de la librairie. Et en fait, les libraires sont toujours là, les livres sont toujours là. Et voilà, pour terminer sur une note optimiste, les libraires ont toujours prouvé leur capacité d'adaptation et je pense qu'ils continueront à prouver qu'ils savent résister et s'adapter donc aux évolutions des pratiques culturelles, des pratiques de lecture. Merci beaucoup à l'un comme à l'autre et merci de nous avoir donné des clés de compréhension de cette histoire très passionnante. On en ferait un roman. Parce qu'il y a des personnalités que vous avez citées, l'un et l'autre, très engagées, des débats, et donc c'est une histoire humaine, c'est une histoire vivante. J'espère que certains d'entre vous, soit qu'ils soient actuellement libraires ou qu'ils se destinent à cette profession, reprendraient le flambeau ou continueraient à le tenir, et on vous en remercie. Merci pour votre présence, merci Patricia Sorel, merci Jean-Yves Mollier. Et bonne suite à tous ceux qui écouteront les autres débats proposés par Cité Philo. On a cité le débat du 18 novembre avec Vincent Chabot et Alain Chopin sur les magasins qui compléteront bien notre rencontre. Bonne suite de la soirée. Merci à vous.